La critique se poursuit, on parle de musique avec toujours Théo Ribeton et Olivier Lam avec nous en ligne, journaliste et critique à Libération. Dans quelques instants, Floating Point, c'est Pharoah Sanders, mais tout de suite, la femme. Paradigme, le titre ouvre l'album du même nom, le troisième du groupe La Femme, qui a aussi publié de nombreux mini-albums et des singles. La Femme, comme son nom ne l'indique pas, s'est formée à l'initiative d'hommes peu avant 2010. Le disque est un mélange foisonnant et baroque de rock, de punk, d'électro, chanté ou parlé en français, en anglais, parfois même en espagnol. Une impression d'ensemble sur ce disque, Olivier Lam? Une vision unique qui transcende absolument ce qu'on appelle aujourd'hui la French pop, enfin la pop française ou la variété, je ne sais pas comment l'appeler désormais. Donc plutôt positif, Très si positif. j'interprète bien. Bon, Ouais. je crois que vous avez un adversaire, je vais lui donner la parole, comme ça on va commencer par le diable et puis on vous rejoindra après, Olivier Lam. Théo Ribeton. Oui, bah non, mais je veux entendre toute la défense que pourra en faire Olivier, et qui sera forcément très intéressante. C'est vrai que moi je trouve que l'album est beaucoup de choses dont la plupart me sont désagréables, parce que j'aime pas le pastiche et je trouve
trouve qu'il y a une manière un peu d'empiler les pastiches, comme autant de gages d'éclectisme où tout apparaît un peu toc. Par exemple, je prends l'exemple du morceau censé supposément mauriconien, Lâcher de chevaux, donc avec C'est une sorte de cavalcade. donc avec le siffleur en réverb, la boîte à rythme qui fait tagada, tagada, voilà. Et moi j'écoute ça, je dis mais pourquoi on imite? C'est pour rigoler? Enfin, je trouve que par moment j'ai l'impression que c'est un album pour rigoler. C'est pour rigoler sérieusement parce que c'est très bien produit, c'est fait avec beaucoup de sophistication, mais il y a un rapport aux genres musicaux que je trouve assez touristique. Et plus généralement, ils ont plusieurs veines, certaines que j'apprécie quand même, on va y revenir. Mais il y a une veine qui est très présente dans cet album-là, qui est la veine cabaret, fanfare, musical. Qu'on entendait là, d'ailleurs. Que je trouve très, très présent. Ce morceau-là, quand le clip de Paradigme a été diffusé en septembre dernier, donc c'est un clip tourné au Palace, avec des espèces de Claudettes en barésie qui font semblant de jouer du trombone en agitant la coulisse n'importe comment. Moi, j'ai vraiment eu un roll-cœur. J'ai cru au retour de Caravan Palace, à une forme de rétromanie hyper toc, voilà, limite un numéro année folle dans un spectacle des Enfoirés, quoi, voilà. Alors c'est plus complexe que ça si on oublie le clip. En plus, c'est plutôt un des morceaux qui domine l'album. Oui, puis en effet, là, c'est bien produit. Là, on l'entendait, le brass band. C'est un morceau avec un tempo assez intermédiaire. Il est assez élégant dans l'arrangement et dans le texte, mais l'univers, voilà, il y a un truc burtonien que je trouve d'un vrai mauvais goût. Et l'univers prend beaucoup de place parce que voilà, il y a un projet de film carrément avec des clips sur tous les morceaux. L'univers m'agresse un peu. Olivier Lam. Oui, je vais rebondir sur cette notion d'univers. Pour moi, il n'y a absolument aucun pastiche dans la musique de la femme. Évidemment, il y a une avalanche de références. On est en 2020. La pop existe de cette manière, mais leur encyclopédisme n'est absolument jamais ostensible. Et surtout, c'est absolument intégré dans une idiosyncrasie qui est leur univers à eux. Et surtout, chaque chanson, il me semble, se justifie par ce qu'elle construit, ce qu'elle raconte. Et pour moi, il y a une imbrication qui est absolument unique et assez souvent époustouflante. Je vais revenir un peu sur ce qui, moi, fait l'intérêt de la femme un peu en général. Je vais prendre un petit pas de côté, mais je pense souvent à ce qui définit la littérature dans la bouche des critiques qui parlent un peu vite. Je parle de littérature, je vais arriver à la musique, mais et souvent on oppose le fond, la forme. On dit que la littérature, en gros, c'est soit plutôt l'un, soit plutôt l'autre, soit un équilibre entre les deux. Et je me dis qu'on oublie toujours un élément essentiel, qui est la manière de regarder et de choisir ce qu'on décrit dans la page, dans le monde, dans la phrase. Et pour moi, les chansons de la femme, ce qui définit vraiment leur talent, c'est leur manière de voir, de regarder et de raconter le monde. Et on va dire leur langue, leur folie, leur univers, en fait, découle absolument de ça. Je pense à une chanson qui s'appelle Pasadena, qui donne la voix à deux jeunes ados amoureux, un dialogue, un dialogue voilà, entre deux jeunes ados, ils disent 12-13 ans, on peut même descendre à 9, 10, 11 ans. Vraiment les premiers amours, et la jeune fille est légèrement plus mature, ce qui est souvent le cas à cet âge-là. Et moi, je trouve ça absolument poignant. Je n'avais absolument jamais entendu ça dans une chanson. Ils ont cette faculté à habiter ces voix-là. Une faculté que moi m'avait fait croire à une époque qu'ils étaient un groupe générationnel, parce qu'ils parlaient au nom des jeunes d'une génération à laquelle ils faisaient partie. Pas du tout. Ils ont eu vraiment une imagination dingue et une acuité d'imagination, et chacune de leurs chansons est un univers fictif et évidemment gorgé de leurs expériences, mais qui se tient, je trouve, dans l'art de la variété ou de la chanson populaire, vraiment, mais très très déjà très en retrait de la pop actuelle, et surtout dans une tradition qui est beaucoup plus fantaisiste, beaucoup plus libre. Et je pense qu'ils sont pas du tout dans un rapport de référence. Ils sont plutôt dans un rapport dans un rapport de référence qui serait laborieux. Ils sont totalement libres avec leur fantaisie et leurs obsessions. Donc effectivement, les cuivres, les références au Palace, aux émissions de télévision des années 80, c'est des choses c'est des tripes en fait. Ils tripent entre eux, c'est une bande de potes qui tripent, et il se trouve qu'ils ont ce talent qui fait que leur trip en fait nous emmène et concerne beaucoup de monde. Voilà, c'est un peu une justification un peu laborieuse, mais je pense vraiment qu'ils ont une plume et un regard qui évidemment englobe tout, jusque dans leur talent mélodique, qui ne leur appartient qu'à eux. C'est pour ça que je suis assez dithyrambique sur ce disque, parce qu'en plus je trouve qu'ils passent un cap encore par rapport à leur fantaisie, dans leur manière d'accepter leur fantaisie et de l'exploiter. Voilà.
Mais dans l'entre-soi, on conçoit qu'il peut y avoir quelque chose de très repoussant. Et dans le fond, Théorie Breton, quand vous dites pastiche, c'est un rapport à la référence qui est très loin de l'hommage, par exemple, ou très loin d'une certaine manière de recycler quelque chose. C'est ça qui vous agace, c'est que vous êtes en dehors de leur trip, pour reprendre les mots d'Olivier. Après, je parle vraiment à la première personne. J'ai du mal à parler de musique autrement que très très subjectivement, très relativement à mon goût. Il y a des choses stylistiquement qui m'agressent, quoi. Mais je trouve qu'il tripe effectivement, mais il tripe aussi sur le fait d'être générationnel. Moi, le morceau qui me vraiment supporte vraiment dans l'album, c'est Foutre le bordel. Mais ce serait quelle génération? Parce qu'on peut vraiment... Moi, je me suis honnêtement posé la question, ne connaissant pas l'âge des membres de ce groupe. Typiquement, ce morceau Foutre le bordel, qui est un morceau qui regarde vers les années, je vais dire 80, je sais pas pourquoi je dis ça. Ouais. Ça me paraît être quelque chose d'assez ancien. Donc, de quelle génération il parle? C'est difficile à dire. Effectivement, il porte le perfecto, il porte aussi la moustache et le smoking ironiquement. Enfin voilà, effectivement, ils sont un peu de toutes les générations. Mais foutre le bordel, là, on est dans un truc un peu Plastique Bertrand, de trucs festifs, insurrectionnels, mais qui pour moi me glace le sang, quoi. Vraiment un truc chiqué, grotesque. Moi, c'est les endroits où leur trip me heurte le plus. Il y a des veines quand même que je peux apprécier. Moi, je trouve qu'il y a moi, j'aime bien j'ai toujours aimé leurs morceaux un peu longs, très répétitifs. Je me rappelle de It's Time to Wake Up dans le premier album. Là, ça va être un peu le dernier morceau de l'album, Tu t'en lasses, où là, il y a une veine un peu suicide. Enfin, et j'ai l'impression que ça, c'est des morceaux où il y a quelque chose qui se déploie, une divagation qu'on laisse se dérouler plus librement, que j'apprécie. Mais après, bon, ouais, m'excuserai de faire mon vieux schnock, mais je préfère quand même toujours écouter un album de Suicide, quoi. Olivier Lam. Oui, la question de à qui il s'adresse, il se la pose beaucoup. Mais je pense qu'il n'y a absolument aucun cynisme. Il n'y a aucune ironie dans leur univers. Il y a de l'humour, mais il n'y a pas d'ironie. Et cette chanson, je veux pas citer l'interview que j'ai fait avec eux, mais... Laquelle? Foutre le bordel? Foutre le bordel, ouais, bien sûr. C'est une chanson qui assume totalement son idiotie. Et en même temps, il le raconte. Prendre une guitare, aller jouer dans la rue, beugler, c'est des choses qu'ils font encore. Eux commencent à se sentir un peu vieux pour chanter ces chansons, ou chanter d'autres chansons, d'autres tubes. Mais si vous voulez savoir à quelle génération ils s'adressent, il faut aller les voir en concert. Alors, il se trouve qu'ils sont très fiers d'avoir toujours des vieux qui apprécient leur musique, parce que c'est ça, c'est qu'ils font une musique qui est très, effectivement, qui est très ancrée dans les musiques qu'ils adorent. Les 60s un peu plus légères, on va dire le post-yéyé, ou les années 80, on va dire d'une certaine pop libérée. Ils adorent un groupe de Tours qui s'appelle X-Ray Pop, par exemple. Et forcément, ça parle à d'autres générations. Mais il se passe quelque chose quand ils jouent en concert qui est vraiment de l'ordre d'une espèce de résurgence, on va dire juvénile, généralisée, qui est vraiment étonnante. Et il y a des gens très jeunes dans le public. Donc ça fait pas un, comment dire, il y a absolument aucun doute qui parle à des jeunes, voire à des très jeunes fans de musique, quoi. Paradigme, le dernier album de La Femme, apparu chez Born Bad Records, en attendant donc peut-être de les revoir un jour, qui sait, en concert. France Culture, la critique, Lucille Como. Dans quelques instants, Promises, un disque étrange. Mais avant cela, Olivier Lam, vous nous parlez d'un autre album que vous aimez, qui s'appelle Ouami de DJ Black Law. Oui, tout à fait. Alors, c'est un jeune musicien, compositeur très jeune, puisqu'il a 19 ans, qui vient de Soweto, et qui fait une musique d'un genre qu'on commence à découvrir, qui s'appelle l'Amapiano, qui en gros est un dérivé de house, mais extrêmement reconnaissable par son énergie qui est à la fois très concentrée et faussement tranquille, des nappes en suspension, qui est une forme d'ailleurs qui obsède assez légitimement beaucoup de producteurs de musique électronique, là où on tient en très haute estime l'invention, comme le Royaume-Uni. Et dans sa musique, il y a vraiment une mélancolie, un groove fabuleux, enfin une deepness, comme on dit en house music, et surtout une invention absolument incroyable, qui s'entend vraiment au premier plan, notamment dans sa manière de mixer certains éléments qui vrillent absolument la tête. On se souvient, enfin moi je pense souvent à cette fameuse citation de Brian Eno au début des années 80, qui disait qu'il aimait pas beaucoup les ordinateurs parce qu'il disait qu'il n'y avait pas assez d'Afrique dedans. Et or, depuis une dizaine d'années, il se trouve que la musique électronique dansante se renouvelle d'une manière
hallucinante, notamment par le biais de musiciens en provenance d'Angola, par exemple, comme le Kuduro, ou beaucoup d'Afrique du Sud, où là, les genres musicaux, les sous-genres de dance music n'arrêtent pas de se réinventer et d'apparaître. Il y a le Kwaito, le Shkom, et donc là, la Mapiano. Et là, on a un album entier qui est vraiment d'une invention et d'une précision vraiment qui laisse pantois et qui en fait vraiment un des meilleurs albums électroniques sortis ces derniers mois. Moi, il y a vraiment des sons très forts là-dedans, des sensations fortes que je rêverais vraiment de vivre sur un dance floor. Donc ça rend d'autant plus, ça met dans un état d'excitation d'autant plus mélancolique. Mais quand j'écoute ce disque, je n'arrête pas à penser à ce que pourrait faire cette musique sur un dance floor et sa fraîcheur indécente. Donc je pense vraiment c'est un disque qui fait du bien là au début du printemps. Il y a un autre disque il y a d'autres disques du même genre qui sortent en même temps sur le label House on Tapes from Africa, qui jusqu'à récemment était plutôt consacré aux rééditions de choses des années 70. Et là, c'est vraiment bien qu'on sorte des albums entiers de ces jeunes inventeurs. Donc voilà. On écoute malheureusement pas une piste entière et malheureusement pas sur le dance floor, mais on écoute 9 Days. Ouami, DJ Black Low, le disque apparu chez Modular. France Culture, la critique, Lucille Como. Concluons cette critique avec un projet singulier à l'initiative d'un musicien qui fait de l'électro, Floating Points. Il a réuni le London Symphony Orchestra et le grand pionnier du free jazz Pharoah Sanders, saxophoniste américain octogénaire, pour enregistrer une longue piste de près de 45 minutes. Le disque s'appelle Promises. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un peu de l'ambiance, un peu du jazz, un peu de la musique dite savante. Il y a du saxophone, des envolées de cordes, des oiseaux synthétiques, des voix, des drones. Tout un monde qui s'origine dans 7 notes et 2 accords. On écoute le début.
On voudrait tout écouter, toutes les 45 minutes de Promises. Théo Ribeton, qu'est-ce que vous faites de ce disque ? Eh ben, c'est un peu difficile de parler de ce disque, je trouve, parce qu'on a l'impression, en le faisant, d'ajouter du bruit parasite à une œuvre qui s'en passerait volontiers, sur laquelle il y a presque peu à dire, que ce soit pour décrire la genèse ou le contenu, et une œuvre qui est vraiment éprise d'une grande épure. C'est vraiment un album dans lequel on entre comme dans une église, quoi, en se laissant dominer silencieusement par quelque chose de très céleste. C'est aussi, moi j'y suis allé un petit peu à tâtons parce que c'est une épure qui court le risque bien sûr de la caricature, hein, j'en suis très conscient, la caricature de musique d'ambiance luxueuse, avec le côté un peu carillon, nature et découverte, voilà. Mais en fait, assez rapidement, et je trouve même déjà dans ce qu'on a entendu, se met en place dans l'exécution quelque chose de beaucoup plus riche, souverain que la caricature qu'on aurait pu soupçonner. Parce qu'aussi, il y a le saxophone là qu'on entend de Pharoah Sanders qui change potentiellement cette espèce de première impression. Oui, parce qu'en fait, même s'il n'y a que 2 ou plutôt 4 accords, en fait, ils sont tout le temps un peu différents, tout le temps, ils tombent de manière très très variable, très naturelle, et puis tout arrive très patiemment. C'est vraiment une musique liquide, tout qui se déplace comme des grandes masses d'eau ou d'air, mais jamais d'un coup, et ça produit un sentiment très prégnant de respiration, comme un immense animal qui respire d'un grand et beau souffle. Si on pouvait écouter les 45 minutes, on se rendrait compte de ce qui se déploie, qui est vraiment formidable. Qui fonctionne quand même, globalement, même s'il y a des variations, comme un grand crescendo décrescendo, absolument, avec une sorte de point climax qui pourrait être l'arrivée du grand symphonique, bon là on ne peut pas tout entendre, mais du grand symphonique de Londres, avec toute la puissance des cordes du Symphony Orchestra de Londres. Olivier Lam, peut-être un premier regard sur une première écoute plutôt de ce disque. C'est un disque qui pose une belle question, je trouve, qui est en gros, est-ce qu'un riff peut être addictif ? Et là, il y a quelque chose de l'ordre de la ritournelle, au sens de quelque chose qui revient sans cesse et qui ne s'épuise jamais, auquel on a toujours envie de revenir. Ici, c'est donc 2 accords décomposés, vous l'avez dit, qui jouaient sur plusieurs instruments. Je sais pas, il y a du célesta, du piano acoustique, du piano électrique, avec des évolutions de timbre et d'harmonie, mais qui sont assez légères, qui tiennent vraiment d'un bout à l'autre de la pièce, alors qui disparaissent des fois quasiment tellement le volume redescend, et qui littéralement nous servent de véhicule pour passer de l'autre côté, dans un univers qui est vraiment
très riche, très dense. Et je suis pas du tout surpris que le disque fasse un tel tabac, on va dire, en tout cas chez les... Parce que vraiment, il y a un accueil qui est absolument hallucinant. Enfin, moi, je n'avais pas vu ça. Ah oui, alors en ça, je me disque. rends pas du tout compte. Ah oui, alors dans le milieu spécialisé, c'est vraiment... Mais alors, ce serait le milieu spécialisé de quel côté? De jazz Jazz, électro? musique électronique, on va dire au Ok. sens large, voilà. Même si c'est ni un disque de jazz, ni un disque de musique électronique. Parce qu'il brise une sorte de plafond de verre, en fait. Depuis le temps, ça fait 1 an qu'on entend parler des vertus curatives de la musique qui profiterait d'une espèce de boom à cause de la pandémie. Et là, je trouve qu'on a un exemple parce que c'est un disque qui fait vraiment du bien parce qu'il est apaisé, il est bienveillant mais il est bienveillant parce qu'il est plein craqué d'une très grande beauté. Aussi beaucoup de plein de trous, c'est un peu un disque Rorschach, si on peut dire. Et qui fonctionne à certains égards donc sur le même principe que l'ambiante, mais qui n'en a pas le dénuement angoissant pour certains. Moi, je suis un grand amateur d'ambiante, je pourrais vraiment défendre bec et ongle, on va dire, les vertus comment dire, les états seconds dans lesquels peuvent emmener une musique très répétitive et dans laquelle il ne se passe pas grand-chose. Mais là, c'est encore autre chose, parce qu'il y a évidemment des références musicales qui permettent, qui font une espèce de point d'entrée. Je sais pas, les symphonies jazzy de David Axelrod, par exemple, ou des musiques de films. Je pense beaucoup, moi, au BO détraqué de Jerry Goldsmith dans les années 70. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que c'est la manière dont Pharoah Sanders, dont il faut dire qu'il fait presque rien sur le disque. Oui, disons qu'il est peut-être quand même, parce que... c'est immense figure du free jazz qui a notamment joué de manière assez célèbre avec Coltrane au milieu, deuxième moitié des années 60, dans des fameux enregistrements au Village Vanguard, et qui ensuite a fait des grands disques de fusion, on va dire politique et on va dire afro-futuriste, pour utiliser ce mot qui est très à la mode actuellement, et qui étaient des espèces de grandes plages psychédéliques qui étaient tout à fait du jazz, avec voilà, influencé de manière, on va dire, assez américano-centrée, mais et aussi afro-centrée sur l'Afrique, sur l'Orient, etc. Et qui a fait des très grands tubes, entre guillemets, on va dire, d'un free jazz décomplexé, tonal aussi, et très de trance, quoi, comme et aussi de musique assez religieuse, quoi, si on peut dire. Mais qui a fait une sorte de comeback dans les années 90, assez foireux, il faut le dire, en jouant avec des producteurs de musique électronique. Là, ça n'a rien à voir, mais en même temps, voilà, c'est un très vieux monsieur, il fait pas grand-chose ici, mais ce qui l'amène, en fait, je pense, dans cette espèce de grande galerie des glaces, qui pourrait être assez froide, assez creuse peut-être, c'est vraiment l'émotion, et sa manière je sais pas, d'investir cette ritournelle, et dans les premières minutes qu'on a écoutées là de la pièce, en fait, l'emmène vraiment dans des sphères. Je pense, en fait, c'est vraiment lui qui amène le souffle, littéralement. Oui, et puis dans le souffle, une sorte tout le reste, en fait. d'humanité Voilà. un peu organique, parce que sinon, Voilà. en effet, ce serait peut-être une sorte de belle chose, d'une petite bulle dans laquelle on ne pourrait pas forcément pénétrer. Théorie Beton. Mais je suis absolument d'accord avec tout ce que vient de dire Olivier. Je suis même embarrassé parce qu'il a dit des choses qui sont écrites sur ma feuille presque. Mais, il vous a plagié. Non, mais parce qu'effectivement, c'est un album qui pourrait avoir une espèce de beauté éthérée lointaine. Et en fait, il a quelque chose d'extrêmement chaud et enveloppant. Il y a vraiment c'est vraiment une musique physique et une musique charnelle. Et je pense qu'effectivement, ça passe par Pharoah Sanders malgré son intervention. Certes, effectivement, il travaille moins que Floating Points, mais en même temps, c'est lui qui a le punctum, quoi. C'est lui qui porte la pointe de matérialité et d'émotion charnelle du disque. Moi, c'est une figure que je pense que je connais moins bien qu'Olivier, donc je parle sous son contrôle, mais j'ai le sentiment que ce qui est très beau avec Pharoah Sanders, c'est qu'effectivement, il est connu pour avoir été un des derniers compagnons de route de John Coltrane, son sideman sur les 7 ou 8 derniers albums, et j'ai l'impression que où qu'on pioche dans son œuvre, dans les dernières décennies, il n'a jamais cessé de porter le deuil de Coltrane, de composer des morceaux en son honneur, de jouer Naïma sur plusieurs de ses albums, Naïma étant un des plus beaux thèmes du monde. Et c'est une idée qui est très présente à l'oreille, cette idée de deuil célébré, parce que je trouve que Sanders,
porte dans le souffle mystique de Coltrane dans son souffle. Le côté extrêmement méditatif de ses notes tenues, vraiment presque chamanique, transcendantal. Je l'entends continuer prêcher Coltrane et je trouve que c'est très présent dans cet album-là aussi. Encore une fois, je parle un peu sous le contrôle d'Olivier qui a l'air de très très bien le connaître. Et Olivier, on a finalement assez peu parlé de cette personne derrière Floating Points. Et, alors je sais qu'il vient de la neurobiologie, ce qui n'est pas sans lien en fait avec ce qu'on a dit du disque. Qui est cet homme ? Il a l'air très fort. Oui, non, mais ça fait longtemps qu'il a arrêté la neurobiologie, ceci dit. Mais non, c'est un personnage très attachant qui avait commencé effectivement tout ce qu'aurait pu être ce disque. En fait, il l'a déjà fait, si je veux dire, des disques trop froids. C'est un producteur qui vient, on va dire, d'un mouvement, d'un underground londonien très intéressé par le jazz, mais qui en est pas tout à fait, plutôt dérivé d'une sorte de deep house, de broken beat très très urbain, et qui a tout de suite emmené le genre dans des choses assez précieuses et très très esthète. C'est aussi un producteur très inventif, très ami avec Kieran Ebden qui fait Fortet notamment. C'est un peu là, on va dire la même bande si je peux dire, et qui avait commencé en fait après des premiers maxi assez bluffants. Son premier album en fait était un disque de jazz, mais un disque de jazz un peu raté pour le coup parce que je trouve que la fusion avec l'électronique ne marchait pas. Et en fait il se trouve que le disque qu'il a sorti solo, qu'il a sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus exactement, bref, il y a 1 an et demi, dont le titre là m'échappe, était vraiment une sorte de libération, un disque beaucoup plus électronique, dans lequel paradoxalement le jazz était plus présent, parce qu'un disque entièrement fait avec des machines, et dans lequel on retrouvait ces obsessions un peu, comment dire, c'est un grand connaisseur de jazz, quand il mixe en tant que DJ ou quand il fait des programmes à la radio, c'est un très très grand connaisseur, presque encyclopédique d'un certain type de jazz, et il était dans une révérence à ses débuts, et là il en est sorti, et du coup il retourne sur ce disque-là, je trouve presque avec une sorte de naïveté retrouvée, et c'est ce qui permet, je pense, cette espèce de miracle. Merci Olivier, pardon, je vous interromps, je ne vous vois pas, donc je ne peux pas vous faire de signe. Promises, Floating Points avec le LSO et Pharoah Sanders, l'album est sorti chez Louaka Bop. La critique, c'est fini pour aujourd'hui, merci beaucoup à vous Olivier Lam, merci Théo Ribeton. À la préparation de l'émission, c'est Thaïs Atouendoy et Boris Pinault, à la réalisation Perret Legras, et à la technique aujourd'hui, Jean-Frédérix. Vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture, et vous pouvez également vous abonner au podcast sur l'application Radio France. Lundi, vous retrouverez Olivia Gesbert et La Grande Table. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une critique consacrée au cinéma et aux séries, au programme Hippocrate et le nouveau film de Soderbergh, entre autres.